Comment le Bitcoin et les crypto-monnaies vont pouvoir collecter des milliards de dollars dans les prochains mois et prochaines années grâce à la finance traditionnelle? Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque ce que je vais te partager dans les prochaines minutes, pour le moment sur le marché francophone, j'ai vu personne en parler. Mais si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Robin et sur les 6 dernières années, j'ai travaillé à la fois dans la TradFi, alias la finance traditionnelle, puis ensuite dans la DeFi, alias la finance décentralisée, pour une boîte américaine leader sur sa verticale qui était la tokenisation. Et maintenant, j'accompagne des entreprises et des particuliers à établir des stratégies financières sur mesure en fonction de leurs objectifs en mélangeant du coup le meilleur des deux mondes à la fois entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Et je pense que cette vidéo va être un bon aperçu pour toi. Alors cette vidéo va tout simplement rentrer un peu plus en détail dans un post LinkedIn que j'ai écrit il y a plusieurs semaines. Donc n'hésite pas à m'ajouter sur LinkedIn pour ne rien louper. Et je t'expliquais notamment dans ce post LinkedIn que l'ETF Bitcoin de BlackRock en un an avait collecté 58 milliards de dollars, alors qu'en 19 ans, l'ETF de l'or de BlackRock avait collecté 36 milliards de dollars. Et si on regarde aujourd'hui les chiffres, on est à 41 milliards pour l'ETF de l'or et on voit bien qu'il a été lancé le 21 janvier 2005. Et si on regarde dans le même temps, l'ETF de BlackRock sur le Bitcoin, on voit qu'à son pic, on avait grosso modo 57 milliards, 58 milliards de valorisation. Aujourd'hui, on est redescendu environ à 47, 48 milliards. Et surtout, depuis mi-décembre 2024, on a vu des gros outflows, donc des grosses sorties d'argent sur les ETF du Bitcoin. On a eu des inflows un peu sur le début d'année 2025, mais on voit que depuis début février, on avait beaucoup d'outflows, donc beaucoup de sorties d'argent. Et il semblerait que depuis la mi-mars, que de nouveau, on ait des inflows positifs. Tu vois de plusieurs centaines de millions chaque jour. Donc on va regarder si cette tendance se poursuit sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. Aujourd'hui, en 2025, les deux plus grosses modes de détention de tes crypto-monnaies, ça va être soit en self-custody, c'est-à-dire que tu vas détenir par toi-même tes cryptos, ou tu vas passer par un tiers de confiance et souvent tu vas passer par ce qu'on appelle des SEX pour des Centralized Exchange, des échanges centralisés. Et les plus connus, ça va être Binance, Crypto.com ou encore Coinbase. Et quand tu vas passer en self-custody, tu vas avoir plusieurs avantages. Le premier avantage, ça va être potentiellement la souveraineté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as sur ton wallet des bitcoins, des ethers et également des stablecoins, personne va pouvoir venir saisir tes cryptos. Si tu passes par des stablecoins plutôt centralisés comme USDC, USDT, potentiellement tu peux te faire freeze, c'est-à-dire geler tes stablecoins si tu es suivi pénalement ou pour des actions judiciaires. Mais par exemple, si tu as tes bitcoins sur un wallet en self-custody, personne ne peut venir saisir tes bitcoins. L'autre avantage, ça va être du coup que tu n'as pas d'intermédiaire. Et donc, qui dit moins d'intermédiaire dit potentiellement un meilleur rendement. Et c'est ce que je te montre dans plusieurs vidéos où je te montre des stratégies justement où tu vas pouvoir faire travailler tes stablecoins autour de 20-30% pour développer ta rente et pouvoir développer ton capital. Ensuite, quand tu es en self-custody, tu vas avoir plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, ça va être la potentielle perte de ta seed phrase, puisque aujourd'hui, quand tu crées un compte, par exemple, sur n'importe quel site internet, tu as ce fameux mot de passe oublié. Si demain, quand tu as créé ton propre wallet et tu as perdu ta seed phrase, c'est 12 à 24 mots, et ben malheureusement, tu as perdu tout ton patrimoine et perdu tout ton capital. Et donc, ça peut déjà rebuter certaines personnes et surtout, ça va rebuter les boomers, on va revenir dessus. Ensuite, le deuxième point, quand tu es en self-custody, cela signifie que tu as accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur tes crypto-monnaies. Et donc, ça va inciter potentiellement des gens à te rançonner ou à te kidnapper. Et on l'a bien vu dernièrement, un des fondateurs de Ledger avait perdu un doigt contre une rançon de 10 millions de dollars. Ça peut aussi freiner certaines personnes à sa détention. Et on a vu également d'autres influenceurs sur les réseaux sociaux vendre toutes leurs crypto-monnaies puisque leur famille avait été victime de kidnapping et ces personnes-là avaient décidé de pouvoir vendre leurs crypto-monnaies puisque quand tu es en self-custody, en 2 clics, tu peux envoyer tes crypto-monnaies. Le troisième inconvénient de la self-custody, ça serait potentiellement la peur du hack. Et on l'a encore vu récemment avec un échange centralisé, Bybit qui a perdu plus de 1,5 milliard de dollars dans un hack. Et donc, tu as certaines personnes qui auraient peur de perdre leur crypto-monnaie. Et il y a encore quelques semaines, une personne m'a contacté comme quoi elle s'était fait pirater cette fois-ci, non pas sur son self-custody,
mais sur son échangeur centralisé, où une personne l'avait contacté comme quoi il était en train de se faire pirater son compte et qu'il devait migrer toutes ses cryptos sur une autre adresse. Et bien sûr, il a migré malheureusement toutes ses cryptos et c'était une adresse du pirate. Et donc malheureusement, il avait tout perdu. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, quand on est en self-custody, on n'a pour le moment pas une expérience utilisateur qui est optimale. On doit toujours bridger ses cryptos d'une blockchain à l'autre. Pour faire un échange, ça reste encore complexe. Même si je t'avais fait une vidéo sur le dernier wallet qui utilise pour moi l'abstract account et qui a la meilleure expérience utilisateur, tu peux retrouver ça dans cette vidéo. Donc là, on a vu pour le moment tous les avantages et les inconvénients de la self-custody. Et tu vas voir que dans les prochains mois, prochaines années, tous les ETF du Bitcoin et des cryptos, on va pouvoir les retrouver dans les enveloppes fiscales préférées des Français et on va également souvent les retrouver aussi dans les enveloppes fiscales de tous les pays européens ou dans tous les pays du monde. Et donc ça va permettre, tu vas le voir, d'apporter des milliards de dollars dans les crypto-monnaies et notamment dans le Bitcoin grâce à la finance traditionnelle. Et dans les prochains mois, on va pouvoir retrouver des ETF crypto dans l'enveloppe fiscale préférée des Français qui est l'assurance vie. On va voir que l'assurance vie va avoir de nombreux avantages, mais toutes les enveloppes fiscales vont avoir quasiment le même inconvénient, que ce soit donc l'assurance vie, le PEA ou le PER, c'est-à-dire un peu plus d'intermédiaires. Et qui dit intermédiaire dit des frais supplémentaires, plus de traçage et plus de contrôle, puisque aujourd'hui, quand tu es en self-custody, tu vas pouvoir être sous pseudonymat, alors que quand tu vas devoir ouvrir une assurance vie, un PEA ou un PER, là, cette fois-ci, il va falloir que tu fasses un KYC ou un KYB, donc pour qu'on connaisse ton identité, et on va pouvoir contrôler la provenance de tes fonds, que ça soit dans ces différentes enveloppes fiscales. Aujourd'hui également, dans le PER, tu vas avoir d'autres avantages. Le premier avantage, c'est que tu vas avoir une économie d'impôt différé. C'est qu'aujourd'hui, si tu ouvres par exemple un PER et que tu investis par exemple dans des ETF crypto, imaginons que tu gagnes très bien de ta vie et que tu as par exemple une TMI à 41% et que tu ouvres un PER et que tu investis par exemple 10 000 euros, tu vas avoir dans le même temps une économie d'impôt différé de 4 100 euros. Et donc finalement, c'est comme si l'État t'incitait à investir dans les crypto-monnaies. L'inconvénient, ça va être que ton capital va être bloqué jusqu'à la retraite et les puristes te diront que tu as des possibilités anticipées pour sortir ton capital, mais souvent c'est lié à une mauvaise nouvelle, comme par exemple la perte de ton conjoint. Donc on ne rentrera pas dans les détails de ces conditions anticipées. Et aujourd'hui, tu as les premiers PER sur le marché français qui acceptent des ETF ou des ETP crypto. Donc par exemple, dans ce PER, tu pourrais retrouver un ETP sur Bitcoin, un ETP lié à du staking d'Ethereum, un ETP sur Solana, un autre sur Bitcoin, un autre sur Bitcoin et un autre encore sur BNB. Et donc tu vois que tu as les premières enveloppes fiscales de la finance traditionnelle qui sont en train de se mélanger avec le Bitcoin. Et également, si tu veux en savoir plus sur ce que je propose et sur ce mariage entre la finance traditionnelle et sur la finance décentralisée, avec Simon, on a fait un podcast et justement dans cette interview, on parlait de ce mariage qui était en train de se faire entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Là, tu as le premier épisode, là, tu as le second épisode et je pense qu'un troisième épisode devrait sortir dans les prochains jours sur sa chaîne YouTube. L'autre point intéressant que va apporter la finance traditionnelle par rapport à la self-custody, ça va être l'optimisation fiscale. Pourquoi ? Puisque quand tu souhaites vendre tes cryptos contre des euros, tu vas normalement payer la flat tax sur ta plus-value. Aujourd'hui, on a une petite niche quand tu es en self-custody, c'est-à-dire que quand tu vas vendre par exemple tes bitcoins pour de l'USDC, de l'USDT ou un autre stablecoin, aujourd'hui ce n'est pas un fait générateur d'imposition, mais pour avoir discuté avec des acteurs de la crypto, pour avoir discuté avec certains confrères et des membres proches de Bercy, Bercy a bien pris conscience que ce mécanisme entre crypto volatiles et stablecoin leur faisait perdre des milliards chaque année en termes de collecte d'impôts et donc je ne serais pas surpris que cette mécanique dans les prochaines années disparaissent et donc quand tu voudras échanger des bitcoins contre un stablecoin, que ça soit maintenant un fait générateur d'imposition. Alors que demain, si tu vends tes ETF Bitcoin qui sont dans ton enveloppe fiscale de ton assurance vie pour un fonds monétaire européen ou pour un fonds euro pour pouvoir sécuriser ta plus-value, tu vas payer cette fois-ci un frais d'arbitrage d'environ 1 à 2%. Donc tu vois qu'on est bien loin de la flat tax et quand on sera en bear market et que tu souhaites par exemple
réinvestir dans des ETF crypto qui sera dans ton assurance vie, tu repayeras 1 ou 2% de frais d'arbitrage et donc tu vois un peu, au lieu de payer 30% sur cette opération, tu seras entre 3 et 4%. On est bien loin des 30%. Tu vas avoir également ce même avantage que ça soit sur ton PEA et sur ton PER. Et le prochain avantage que tu vas avoir d'investir dans une enveloppe fiscale de la finance traditionnelle, ça va être la possibilité de nantir ou de faire un crédit lombard. Puisque dans plusieurs vidéos, je t'ai montré notamment comment tu pouvais mettre tes cryptos en collatéral pour emprunter contre. Nous, on met particulièrement nos cryptos en collatéral pour emprunter un stablecoin à 3, 4, 5% et redéposer ces stablecoins dans des stratégies qui vont nous permettre de gagner 20 à 30%, ce qui va nous permettre d'augmenter notre capital et de développer une rente. Mais d'autres personnes vont vouloir mettre leur crypto en collatéral pour emprunter et potentiellement acheter une voiture et ou potentiellement utiliser cette dette qu'ils ont maintenant dans la finance décentralisée pour faire un apport pour un bien immobilier. Et normalement, comme tu vas convertir tes stablecoins dans le monde réel, ça va être encore une fois un fait générateur d'imposition. Alors que dans la finance traditionnelle, imaginons que dans ton enveloppe fiscale de ton assurance vie, tu as des ETF crypto dedans et tu souhaites nantir cette fois-ci ton contrat, avoir une avance de trésorerie sur ton contrat, ça va être possible. Imaginons qu'aujourd'hui sur ton assurance vie, tu as 300 000 euros et que tu souhaites récupérer 100 000 euros de trésorerie, soit pour t'acheter une voiture ou soit tout simplement pour faire un apport pour acheter un bien immobilier, tu pourras le faire. Et comme c'est une avance de trésorerie, ça va être considéré comme une dette. Et donc, sur cette poche de liquidité que tu as sur ton contrat, tu ne vas pas avoir à payer cette fameuse flat tax de 30% que tu sortais, par exemple, en self-custody. Donc, on va avoir un avantage supplémentaire. Et par contre, sur un PER, tu n'auras pas la possibilité de nantir ton contrat, ton capital, comme je te l'ai expliqué, cette fois-ci est bien bloqué jusqu'à ta retraite, sauf sous certaines conditions. Et souvent, c'est pour des mauvaises nouvelles. Et tu vas voir qu'on va avoir également une optimisation de la transmission, puisque aujourd'hui, quand tu vas être en self-custody, tu vas pouvoir optimiser ta transmission de ton vivant avec la fameuse donation des 100 000 euros par enfant et par an. Donc aujourd'hui, si tu es en couple et que tu possèdes jusqu'à 400 000 euros de crypto, tu pourrais commencer à léguer une partie à tes enfants. Donc ça va être le premier point. Et malheureusement, l'inconvénient, c'est que si demain tu décèdes, je suis persuadé que tu fais partie des 99% des gens, c'est-à-dire que le jour où malheureusement tu décèdes, pour le moment, ta famille ou tes enfants n'ont aucune idée comment accéder à ton portefeuille en self-custody. Ils ne savent sûrement pas où se trouve cette fameuse seed phrase de 12 à 24 mots. Et donc finalement, ce patrimoine crypto, personne n'y aura accès. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vas investir par exemple encore une fois dans des ETF crypto dans une assurance vie, tu vas pouvoir optimiser ta transmission puisque tous les versements qui seront faits avant tes 70 ans, tes bénéficiaires pourront avoir un abattement jusqu'à 152 500 euros et ça va être beaucoup plus simple également à transmettre à ta famille puisque la clause bénéficiaire sera directement reliée à ton contrat et il n'y aura pas cette fameuse, encore une fois, seed phrase à transmettre à tes enfants, ce qui peut être problématique en termes de sécurité. Et sur ton PER, on va être sur le même mécanisme, à savoir les fameux 100 000 euros par enfant et par parent et cette donation va pouvoir avoir lieu seulement tous les 15 ans alors qu'on a vu sur ton assurance vie, tu vas pouvoir cumuler par exemple cet avantage avec l'avantage des 152 500 euros par bénéficiaire et sur ton PEA tu vas être limité à 150 000 euros de versement et également dans ton PER tu vas avoir des avantages dans la transmission en fonction de certains cas spécifiques, décès du conjoint, âge, etc. Et si tu veux qu'on aille un peu plus en détail sur ta situation et voir quelle stratégie serait la plus adaptée en fonction de ta situation et de tes objectifs, tu peux toujours prendre un appel de 30 minutes, le lien se trouve dans la description. Et donc, c'est grâce à ces différentes mécaniques que pour moi, on va pouvoir collecter des milliards de dollars, que ça soit déjà sur le marché français, mais que ça soit également sur tous les marchés européens ou dans le monde entier, puisque chaque marché va avoir ses propres enveloppes fiscales, puisque ces différentes enveloppes fiscales sont déjà connues du public. Par exemple, aujourd'hui en France, on a déjà plus de 6 000 milliards d'épargne. Aujourd'hui, par exemple, le PER juste en France, ça représente déjà plus de 110 milliards pour un produit qui a été créé en 2019 avec la loi Pacte. Et je te disais dans le même temps qu'aujourd'hui, l'ETF de BlackRock avait collecté environ 60 milliards sur un an
dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, quand ces ETF vont se marier avec la finance traditionnelle, je pense que ça va faire des étincelles. Et également, il y a une étude qui sort souvent qui dit qu'en moyenne, une personne prend sa décision d'investir ou d'acheter après 8 points de contact. Et là, les boomers arrivent à ces fameux 8 points de contact puisqu'on a eu le premier bull run en 2017, on a eu le deuxième bull run de 2020, on a eu justement pendant ce bear market de 2021-2022 l'affaire FTX qui a quand même permis de remettre un coup de projecteur sur les cryptos, on a eu l'investiture de Trump qui a remis un coup de projecteur sur les cryptos et donc justement quand la finance traditionnelle et les enveloppes fiscales vont commencer à pouvoir proposer ces fameux ETF, les boomers vont être cette fois-ci prêts à investir puisqu'ils auront eu ces 7 à 8 points de contact. Et de par mes activités aujourd'hui, je suis régulièrement en contact avec ces fameux assureurs qui proposent ces assurances vie et ces PER. Et je suis également souvent en contact avec des banques et des néobanques qui vont proposer cette fois-ci soit des PEA, soit des PER bancaires. Et maintenant, on est vraiment plus qu'à quelques mois que ces ETF rentrent massivement dans ces enveloppes fiscales préférées des Français. On a vu qu'il y a les premiers PER qui le font. Et donc, toute cette génération des boomers va permettre de pouvoir injecter des nouveaux capitaux dans le marché des cryptos et notamment dans le Bitcoin. Et donc, toi, si tu souhaites de ton côté avoir une stratégie financière sur mesure qui mélange le meilleur des deux mondes, à savoir la finance traditionnelle et la finance décentralisée, tu peux toujours prendre un appel avec moi de 30 minutes. Le lien se trouve en description. Et si tu souhaites ne pas louper les prochaines vidéos, tu peux toujours t'abonner.